Et en cette veille de week-end printanier, Franck Ferrand nous propose aujourd'hui sur Europe 1 une émission consacrée au dimanche. Bonjour Franck. Voilà, oui, bonjour Julia, bonjour à tous. Pour certains, le dimanche est synonyme de sport ou d'engagement associatif. Pour d'autres, de farniente et de grasse matinée. Beaucoup vont au marché ou bien à la brocante, certains à la messe, d'autres au café d'en face pour jouer ou non au tiercé. Qu'on le réalise ou non, on peut dire que ce dimanche fait vraiment partie de nos références collectives. Ce sacro-saint dimanche a sa propre histoire et nous allons la revisiter ensemble, cette histoire. Et en compagnie de vos invités, évidemment. Oui, Alain Cabantous est l'auteur d'une passionnante étude sur le dimanche à l'époque moderne, essentiellement, vous allez voir, au XVIIe, XVIIIe siècle. Quant à l'ethnologue Pascal Diby, il a beaucoup à nous dire sur ce jour pas comme les autres. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Je hais les dimanches, chantait notamment Édith Piaf, et nombreux, je crois, sont ceux qui partageraient cet avis. Pour tous les autres, c'est affaire de goût, à chacun ses habitudes, ses rites et ses petits bonheurs. La foule, des millions de passants, cette foule qui coule d'un air indifférent, cette foule qui marche comme un enterrement, l'enterrement d'un dimanche qui est mort depuis longtemps. Dis-moi ce que tu fais le dimanche, je te dirai qui tu es. Pour certains, le dimanche c'est d'abord la tranquillité, je vous disais, la grasse matinée, le petit déjeuner au lit, les câlins sous la couette, le rattrapage des épisodes de séries télé en retard. Pour d'autres, c'est tout le contraire, lever au point du jour, ils sont tôt sur pied pour s'occuper de promener le chien, aller aux champignons, s'occuper du jardin ou de la voiture, aller courir ou faire du vélo, organiser le match de l'après-midi ou la réunion politique. Le dimanche matin, c'est le marché plein de vie, la brocante pleine de surprises, le tourisme furtif. Les uns se préparent pour la messe et ses à côté, d'autres flânent en terrasse ou préparent le repas de famille ou le brunch entre amis. À cette saison même, pourquoi pas le pique-nique au bord de l'eau. Généralement, c'est au début de l'après-midi que les choses se gâtent. On connaît la formule de Suzanne Hertz, des millions d'êtres humains rêvent d'une vie éternelle, et s'il pleut le dimanche après-midi, ils ne savent pas quoi faire. Évidemment, il y a tous ceux qui ne se posent pas de questions, parce qu'ils ont quelque chose à faire, soit ils travaillent tout simplement, ou alors c'est le foot, le rugby, le cheval, le bateau, la pétanque, ou notre ami Michel Drucker sur son canapé rouge. Pour tous les autres, c'est la minute d'angoisse, quoi faire ? La petite promenade digestive dans le parc, avec la poussette pour les familles, promenade qui en vérité colle des aigreurs d'estomac par l'ennui qu'elle trimballe, la sieste aux multiples variantes, qui à la belle saison peut se faire en plein air, à l'abri d'un feuillage ou d'un store, pourquoi pas en hamac, le jeu de société, le Scrabble, le Monopoly, la séance de ciné plus ou moins attendue, plus ou moins convaincue. Et puis vient le dimanche soir, grand pourvoyeur de déprime et même de suicide, semble-t-il. Le dimanche soir, des retours mornes et des trains bondés, des devoirs à finir et des petites phrases politiques distillées par l'autoradio. Tout cela, ce ne sont que nos dimanches d'aujourd'hui, si je puis dire. Mais qu'en a-t-il été autrefois ? Comment nos ancêtres vivaient-ils leur dimanche, jour de repos, jour de dévotion, jour de révolte aussi parfois. Après tout, le krach de Wall Street a bien eu lieu un jeudi, le jeudi noir, mais la révolution russe de 1905 ne pouvait dégénérer qu'un dimanche, jour disponible et libre. Ce fut le dimanche rouge. Dans les minutes qui viennent, avec mes invités, nous allons revenir sur les anciens rites dominicaux et remonter tranquillement jusqu'à l'invention même du dimanche. Comme aurait dit François Truffaut, vivement dimanche.
extrait sur Europe 1 de la BO du film de François Truffaut. Franck vous l'a dit, vivement dimanche, avec entre autres Fanny Ardant et Jean-Louis Trintignant. On se retrouve juste après ça sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec vos invités aujourd'hui, Franck, sur Europe 1, Alain Cabantous, qui est professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur du livre Le Dimanche, une histoire, Europe occidentale, 1600-1830 au Seuil. Et puis Pascal Liby, ethnologue, auteur quant à lui de La tribu sacrée, ethnologie des prêtres aux éditions Métayer. Bonjour messieurs, merci beaucoup d'être venus nous parler de ce sujet un peu inattendu de ce dimanche. Alain Cabantous, vous publiez dans la belle collection L'Univers historique au Seuil, Le Dimanche, une histoire, et vous nous parlez du rapport qu'entretient la société occidentale avec le dimanche, on va dire au XVIIe et au XVIIIe siècle essentiellement. C'est un rapport différent de celui que je viens d'évoquer pour ouvrir cette émission. Différent, mais pas tant que ça en fait. Parce que effectivement, on a dans un premier temps les pouvoirs qui sont les pouvoirs ecclésiastiques, le pouvoir politique, le pouvoir urbain, qui essayent de structurer le dimanche en fonction d'un certain nombre d'impératifs qui sont d'abord des impératifs religieux et leurs conséquences. Et en même temps, au cours de cette période-là, une prise de distance de la part d'une partie de la population. Autrement dit, une espèce d'autonomie de la personne à l'égard du dimanche qui va aboutir à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire une espèce de succession d'activités diverses, de loisirs, mais aussi de travail, ou d'engagement, oui, bien sûr. Tout ce qu'on veut. Autrement dit, là, il y a une espèce d'éclatement qui commence effectivement au cours des périodes auxquelles je me suis intéressé. Un dimanche qui, avant tout, est religieux et qui va peu à peu se civiliser, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut dire... Pascal Liby, que le dimanche est une des plus vieilles inventions de nos temps sociaux. Ça remonte très haut, hein, il faut remonter vraiment il y a 2000 ans quasiment à l'origine. Non, c'est pas si loin que ça. Ça remonte peut-être au IIe siècle, à un moment donné où finalement il a bien fallu que... Au IIe siècle, hein, oui, donc il y a 1800 ans, disons. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est relativement récent oui. Par rapport à nos lectures, effectivement, de l'histoire de l'homme. Mais là aussi, il a bien fallu l'inventer ce dimanche. Et surtout, pour l'inventer, il a fallu obliger les gens à s'y mettre, si je puis dire. Et il faut imaginer donc le christianisme qui a fait sécession, qui s'est séparé du judaïsme. Et en fait, il y avait un jour qui était déjà présent, qui était le Shabbat. Et une des façons de se distinguer oui. des Juifs, ça a été effectivement de proposer de plus en plus le dies dominica, c'est-à-dire un jour particulier aux chrétiens qui faisaient le Shabbat et qui continuaient le lendemain. Et puis derrière ça, comme cette jeune secte était en train de prendre, il faut savoir aussi quand ce dimanche-là, enfin quand ce dies dominica, quand ce jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur, voilà. C'est l'origine même du mot dimanche. Le mot dimanche, qui a donné dimanche. Et en fait, on a commencé à faire des offrandes qu'on distribuait après pour les pauvres. Et puis ces offrandes se sont rétrécies, on les a transformées, elles se sont devenues plus symboliques. Après, on est revenu, alors je passe à toute vitesse, bien entendu, pour l'Eucharistie, c'était le jour de l'Eucharistie. Donc là, on mangeait effectivement le pain et on buvait le vin. Ça s'est très vite arrêté d'ailleurs de boire le vin. On a conservé le pain et le vin est resté la boisson et l'apanage des prêtres. Et en fait, au IIe siècle, finalement, l'invention du dimanche, on pourrait dire, c'était le jour où on allait finalement faire des réjouissances autour de la résurrection du Christ. Donc voilà, une religion nouvelle qui naît avec une vision nouvelle. Et puis assez vite, à la fin du IIe siècle, c'est l'évêque de Rome, Victor, qui lui a publié, alors je vous disais, comment obliger les gens à aller le dimanche célébrer... Changer d'habitude, Donc c'est par des systèmes, par un édit d'excommunication des églises, celui qui ne se soumettrait pas à la coutume romaine de célébrer Pâques devrait faire des prières, des actes de contrition, etc. Et le premier dimanche imposé, c'est celui concernant la célébration de Pâques. C'est le premier dimanche chez Pâques. Je veux dire, il fallait que Pâques tombe un dimanche. Et à partir de là, on a imposé, donc on a scandé la semaine par cette obligation à rejouer la Pâques juive, finalement, qui est la messe, où là, on se retrouve dans une idée qui va s'imposer petit à petit. Et finalement, au IIIe siècle, on dit aux chrétiens, donc les choses vont lentement en réalité, si vous voulez, on redit aux chrétiens, observez le Shabbat et la fête du jour du Seigneur, car le premier est le mémorial de la création,
celui de la résurrection. Le second, celui de la résurrection. Donc là, on est dans une histoire qui vient, et petit à petit, comme le christianisme va finalement s'imposer, c'est l'Empire d'Orient, l'Empire romain d'Orient, c'est Constantin, bien sûr, donc chrétien, qui lui va édicter une loi d'État. C'est-à-dire qu'on va presque mélanger l'État et la religion, et il va profiter finalement, là aussi, de mettre en place une règle extrêmement sévère pour obliger les gens à aller le fameux jour vénérable. Alors, il utilise quand même une ruse, c'est qu'il y avait un culte solaire assez fort, et il dit, voilà, c'est le culte finalement, le jour vénérable du soleil. On rattache ça à un culte païen plus ancien. Et ce jour-là, ce jour du culte du soleil, il faut que tous les artisans et tous les habitants se reposent, et nouveauté, que les ateliers soient fermés. Donc on va tout doucement vers un dimanche, je dirais, chômé. Voilà. Je signale à nos auditeurs que nous allons très bientôt consacrer une émission justement à l'empereur Constantin et à ces très importantes réformes du début du IVe siècle. En dehors de la chrétienté, comment cela se passe-t-il dans les autres cultures et dans les autres civilisations, dans les autres religions, Alain Cabantous? Il n'y a pas partout de dimanche, évidemment. Hein. Non, mais je ne sais pas à quelle période vous vous placez, parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'uniformisation. L'Europe a conquis le monde, en quelque sorte, au XIXe siècle. Et en définitive, même si, par exemple, dans les pays musulmans, aujourd'hui, le dimanche est un jour comme les autres. C'est le vendredi qui est un jour férié, en principe, où les boutiques sont fermées, où les souks sont fermés. Dans d'autres pays musulmans, où la colonisation, l'influence de la colonisation était très forte, je pense au Maroc, par exemple, il y a un certain nombre d'activités qui n'existent pas le dimanche ni le vendredi. Mais ceci dit, ceci dit aux périodes précédentes, là il faut se situer dans la culture chrétienne européenne ou extra-européenne quand le christianisme s'est imposé. Donc là, il y a effectivement le dimanche qui est quand même le premier jour de la semaine, contrairement à ce qu'on dit toujours, et pas le 7e jour. C'est le premier jour de la semaine. Le dimanche est le premier jour de la semaine. Bien sûr. Oui, la semaine. Nous avons appris quelque chose déjà, et nous allons en apprendre bien d'autres encore dans le cours de cette heure. Franck Ferrand sur Europe 1. Les enfants s'ennuient le dimanche. Alors, est-ce que les enfants s'ennuyaient le dimanche en 1600 ? Sans doute beaucoup moins qu'aujourd'hui, puisqu'ils avaient de toute façon, on va dire que la journée était organisée autour de la grand-messe. Oui, elle est organisée autour pas seulement de la grand-messe, mais des offices d'ailleurs. Voilà, des offices, des activités spirituelles. Ça ne veut pas dire pour autant que les enfants ne s'ennuyaient pas. Mais ceci dit, on a relativement peu de sources concernant le début de l'époque moderne sur l'ennui des enfants. Ça arrive progressivement lorsque les gens commencent à écrire de manière assez systématique leur mémoire et où ils racontent leur enfance. Et on voit que souvent, évidemment, avec le recul du filtre mémoriel, c'est-à-dire qu'on transforme un peu les choses, mais ils racontent leur ennui absolument profond le dimanche. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un jour qui est fait pour les adultes. Voilà. Oui. C'est un jour pour la spiritualité et c'est un jour sans activité, de moins en moins d'activité du reste. C'est ça qui est assez étonnant. Je ne sais pas, je me demande s'il n'y a pas même de plus en plus d'activités. Je veux dire, de moins en moins d'activités professionnelles, pardon. Hein. Oui, mais par rapport à la norme, où effectivement, dans tous les pays d'Europe, qu'ils soient d'ailleurs catholiques ou protestants, en principe, on ne travaille pas le dimanche. Ce dont on se rend compte, c'est que ça, c'est une règle qui, comme toute norme, a une transgression. Et cette transgression se démultiplie au fur et à mesure. Autrement dit, il y a de plus en plus de gens qui travaillent le dimanche. Soit par nécessité économique ou atmosphérique, je pense aux paysans qui doivent parfois rentrer les récoltes, etc. Et puis, le développement de la révolution industrielle qui commence bien avant le 19e siècle, notamment en Angleterre ou dans les Pays-Bas ou même dans le nord de la France, fait que quand on a des fourneaux qui sont allumés pour la sidérurgie ou pour les verreries, on continue à les alimenter. Et ce qui fait que progressivement, si vous voulez, cet interdit du travail va se réduire peu à peu. D'autant plus que les marchands, eux, vont profiter évidemment de l'afflux des populations à l'église le dimanche. Tout à fait, il y a des marchés le dimanche, et puis alors évidemment les cabarets
ça c'est la grande lutte entre les églises et les cabarets. Et les cabarets ouvrent le dimanche. Et les barbiers aussi, puisque très souvent, les gens se font faire la barbe une fois par semaine et on profite ce jour-là. Et puis, les notaires. Parce que lorsqu'on est les gens sous la main en quelque sorte. Oui, lorsqu'on est dans un habitat dispersé, on va au village ou au bourg ce dimanche-là pour les offices et on en profite pour régler des affaires, ce qui fait que les notaires sont de plus en plus actifs le dimanche. Donc dans les archives notariales, on voit beaucoup d'actes qui sont datés du dimanche. Absolument, en réalité, et on peut même faire des pourcentages pour montrer que l'activité dominicale des notaires s'accentue entre le début du XVIIe siècle et la fin du XVIIIe. Il y a quand même des métiers qui sont vraiment interdits le dimanche. Certaines professions ne doivent pas exercer du tout. Oui, il y a certaines professions, mais à la limite, je dirais que toutes les professions devraient être interdites le dimanche. Il y a un certain nombre de règles, de lois. On est donc, pour ceux qui nous prendraient en cours, on est là au XVIIe, XVIIIe siècle. Tout à fait. Et on se rend compte que, suivant les régions, et suivant les moments aussi, eh bien, ces professions sont exercées malgré tout, quoi. Il y a toujours eu des rétifs au dimanche, en quelque sorte, Pascal Diby, des personnes qui ne voyaient pas l'utilité d'avoir une attitude ou une activité différente ce jour-là. Oui, mais je pense que les rétifs étaient fortement, je dirais, sanctionnés parce qu'on devait les montrer du doigt. Et justement, on disait tout à l'heure qu'on était dans un pays essentiellement rural, avec une société donc qui était dans un système de contrôle traditionnel très fort. Et dans un pays chrétien, effectivement, la messe du dimanche était très importante pour qu'on puisse se compter. Et ceux qui n'y étaient pas, c'est qu'ils étaient malades ou dans les champs éventuellement, si on faisait les foins, enfin si c'était une période de récolte. Mais c'est un moment très important. Deuxième chose aussi, les curés, si je puis dire, l'Église a inventé la récréation, c'est-à-dire ce moment de vacuité où on se refait des forces. Et là aussi, s'il a été pendant longtemps question de garder du temps pour la prière, à un moment donné, ça a commencé déjà au Moyen-Âge, quand il y a une représentation du travail où il faut finalement gagner son salaire à la sueur de son front, le travail, d'une certaine façon, est rendu plus positif. Et à ce moment-là, on se rend compte finalement que cette idée du dimanche, il faut tout arrêter. Donc c'est une chose très étonnante et on voit bien qu'on a du mal à l'arrêter, la production, l'artisanat, le travail, etc. Et je crois que c'est les fameuses Dames de Lyon en 1870 qui ont commencé à proposer de faire un boycott de la consommation. On n'achète rien, oui, c'est ça. On n'achète plus rien. Oui. Alors ça, c'est une autre histoire, mais je crois que ça a été très important pour la remise en marche du dimanche parce qu'il a été bien écorné justement par le développement industriel et les systèmes de manufacture. Alors le dimanche, ce sont aussi les habits du dimanche, le repas du dimanche, etc. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et avec 48 heures d'avance, nous vous proposons une émission dominicale. En cette veille de week-end, nous refaisons l'histoire du dimanche. Et Franck. oui, le dimanche, une histoire dans l'Europe occidentale au XVIIe, XVIIIe et au début du XIXe siècle. C'est le sujet de l'ouvrage d'Alain Cabantous publié au Seuil. Et ce que vous nous disiez pendant l'interruption, Alain Cabantous, c'est qu'en fait, cette idée d'une unanimité de la pratique religieuse le dimanche est à relativiser, en tout cas pour ce qui concerne le XVIIe et le XVIIIe siècle. Ça me semble. Oui. Il me semble. C'est une vision du 19e, me disiez-vous. Voilà, je pense que, bien sûr, il y avait obligation d'aller aux offices, que ce soit les offices protestants ou les offices catholiques, et puis parfois il y avait des contrôles et des sanctions. Mais en même temps, il ne faut pas croire que tout le monde allait à la messe ou tout le monde allait aux prêches. On n'aurait pas pu, tout simplement, matériellement, loger toute la population dans les églises. On n'aurait pas pu, même quand il y avait 2 services, par exemple, le matin. Les paroisses, notamment par exemple les paroisses urbaines, étaient extrêmement importantes du point de vue démographique et ne pouvaient pas contenir l'ensemble de la population de communion, comme on disait. Même si, bien sûr, les couvents ou les monastères pouvaient pallier cette difficulté. Donc il faut se départir de cette image où tout le monde allait à la messe, tout le monde allait aux vêpres, alors que les vêpres n'étaient pas obligatoires, je le rappelle. Il fallait aller combien de fois à la messe du dimanche par mois, à peu près? Théoriquement, on devait y aller une fois par semaine. Oui, mais les évêques estimaient que commençait à y avoir un problème si on manquait la messe 3 dimanches successifs. Donc, il y a bien là un indice
de réalité. Et donc c'est là qu'on voit évidemment, par essence, c'est naturel, les gens vont développer d'autres pratiques, évidemment, parce que le jour reste néanmoins très particulier. Alors pour aller à la messe ou pas, on revêt évidemment ces beaux habits du dimanche, Pascal Diby. Ah oui, alors ça, c'est une histoire effectivement de rapport au prestige, aux sociétés de prestige. C'est un peu comme l'histoire du folklore. On croit que le folklore bourguignon, c'est un truc formidable, ancien, etc. En réalité, on a emprunté à la cour de Charles Quint ses vêtements, donc des sans-culottes. On a utilisé à la place des sabots des escarpins, et ils ont mis sur leur tête un chapeau tout à fait espagnol qui représente la cour de Charles Quint. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est les beaux habits du dimanche qu'on va conserver depuis son mariage, généralement, très longtemps, et qui fait que, comme on rend hommage effectivement au Christ ce jour-là, on lui rend hommage jusqu'au bout, c'est une fête, c'est un moment très particulier. Et justement, je me demandais jusqu'à quand ça a duré, cette histoire des habits du dimanche, et dans mon souvenir... Récemment, hein. Mais oui, dans mon souvenir, ça remonte vraiment parce que j'avais cette expérience entre le village et le lycée et Paris, etc. Étant adolescent, j'ai l'impression que c'est les années Bonnie and Clyde. Oui, c'est le moment où on a commencé à mettre des jeans, des Clarks, des Shetland, etc. Et on était tous habillés pareil à la campagne, à la ville, etc. Et c'est le moment où il va y avoir finalement une unification du système d'habillement, en tout cas des habits, et puis comme début du développement du consommérisme, qui fait qu'on achète des vêtements de plus en plus. Mais pour ça, il fallait qu'on ait des vêtements. Et finalement, on retrouve toujours cette histoire de s'habiller. Il y a des époques où on a dormi nu parce qu'on n'avait pas de vêtements pour la nuit. Et après, on avait des vêtements pour le dimanche et pas d'autres vêtements pour travailler, etc. Donc là, il faut à chaque fois prendre des pincettes, regarder les choses, et il doit y avoir un moment peut-être particulier où le vêtement du dimanche, je pense que Alain Cabantous doit savoir ça. Jusque dans des générations très récentes, hein, on s'habillait vraiment pour la messe. Alors, là, je crois qu'il faut faire une distinction entre les catégories sociales déjà. Voilà, bien sûr. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est à partir du moment où les garde-robes des populations les plus pauvres commencent à se garnir un peu plus qu'on sélectionne un habit particulier. Alors même si les pasteurs et les curés hurlent contre le temps que l'on passe en général à mettre des atours, parce que effectivement la messe ou le prêche, ce sont quand même des lieux de spectacle où l'on se donne à voir aussi. Bien sûr, bien entendu. Il y a toute une dimension de représentation. Absolument. Alors en sortant de la messe, généralement on passe à la boulangerie ou à la pâtisserie. Quand elle est ouverte. Quand elle est ouverte. Et puis il y a le repas dominical, alors qui va devenir une institution quasiment aussi, notamment au milieu du XVIIIe siècle, ça devient quasiment aussi important que la messe elle-même, ce repas qui n'est pas forcément un repas de famille d'ailleurs. Oui, alors c'est quand même un repas où l'on se trouve réunis. Je crois que c'est une chose qui est importante. Le dimanche, c'est le jour où on peut effectivement se retrouver parce que chacun ne vague pas à des activités tout à fait étrangères les unes par rapport aux autres. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une amélioration de la nourriture aussi. Je dirais l'importance de l'alimentation carnée. Et ça commence en Angleterre d'abord. Donc on mange de la viande de dimanche en fait. On mange d'abord de la viande du dimanche. Et lorsqu'on lit les mémoires ou les journaux de manière un petit peu précise, les journaux particuliers, on se rend compte que le dimanche est caractérisé pour la nourriture, surtout à partir des années 1680-1700, dans certains milieux, surtout dans certains milieux urbains, par effectivement une augmentation de la nourriture carnée et en même temps des légumes plus nombreux, plus variés et des pâtisseries, ce qui n'existe pas le restant de la semaine. Ce qui fait qu'on peut en profiter aussi parfois le lundi en mangeant les restes du dimanche. Alors c'est pas tout à fait le saint lundi de ce côté-là, mais enfin c'est une espèce de prolongement. Puis il y a le carême du vendredi, en fait on casse le jeûne... je suppose le dimanche, non ? Oui, mais en même temps, dans certains pays protestants, il y a aussi un jeûne le mercredi, de façon à augmenter la consommation en poisson et à faire travailler l'activité des pêcheurs. Cette réunion de famille du dimanche, elle est très importante pour l'image qu'on se fait de la société, finalement, peu à peu. Elle est très structurante.
Ben ça, c'est l'Église qui a joué Oui, la oui. famille de façon extrêmement forte, qui a même inventé la conjugalité, les familles mononucléaires, c'est-à-dire un seul noyau, rassembler les enfants autour, donner une très grande importance aux parents. Et là aussi, qui va jouer beaucoup, puisque c'est par l'Église qu'on va mettre au point, j'allais dire, nos systèmes de nos façons de manger, etc. Donc là, il y a les bons morceaux, les mauvais morceaux, il y a une hiérarchie dans la table qui est faite, soi-disant, par rapport justement au respect, je dirais, qui doit être mis en place concernant la nourriture. Et on a commencé, j'allais dire, finalement, l'histoire de la messe, ce n'est qu'une table dressée. Et le dimanche, on continue la messe chez soi, d'une certaine façon, à l'imitation, mais cette fois-ci en vrai, et non plus symboliquement, de ce qui s'est passé dans l'église quelques heures avant. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sous l'Ancien Régime, il y a un très grand nombre de fêtes religieuses. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne travaille pas le dimanche, mais il y a de très nombreuses autres fêtes à longueur du calendrier. On sait que Colbert avait mis bon ordre là-dedans, il en a supprimé plus de la moitié. C'est extraordinaire en 1662, mais enfin néanmoins, il y a énormément de jours chômés encore, évidemment. Entre 20 et 25 à la fin du XVIIIe siècle, ça dépend des diocèses, mais c'est à peu près de cet ordre-là. Donc ça fait en gros 75 jours. Oui, c'est ça, c'était par pratiquement 2 mois. Et alors, donc, ces jours-là, normalement, même chose, on ne devait pas travailler. Et puis arrive la Révolution, et alors là, on fait tout sauter, les jours chômés, le dimanche lui-même, puisque le calendrier change et que les semaines se mettent à faire 10 jours et non plus 7. Et le dernier jour, celui qui est chômé, c'est le décadi. Oui. Alors ce qui se passe, c'est que la Révolution déstructure les choses en 2 temps. Dans un premier temps, effectivement, on n'est plus obligé, il n'y a plus d'obligation d'aller à la messe ou au prêche le dimanche. Donc, du coup, on peut travailler le dimanche, ce qui fait que progressivement, la conséquence, c'est qu'un certain nombre de professions vont continuer à travailler 7 jours sur 7 jusqu'aux grandes lois sociales de la fin du 19e siècle en Europe occidentale. La France étant d'ailleurs très en retard pour imposer un jour hebdomadaire de repos, oui. 1906, juillet 1906. Et on se rend compte que ça, c'est la première déstructuration. La deuxième, c'est le décadi, effectivement, c'est qu'on fait un autre temps, un temps décennal, puisque le mois est divisé en 30 jours, de 10 jours chacun avec le décadi, qui est un jour de... Qui n'a jamais vraiment pris le décadi. Non, à la fois de repos, mais un jour je dirais, d'instruction politique. Et voilà aussi. Et on se rend compte d'ailleurs, c'est assez amusant, que les décadis qui sont vraiment respectés sont ceux qui, comme par hasard, pour des raisons de calendrier, tombent les dimanches. Donc comme si la population, elle, continuait à raisonner avec l'ancien calendrier, évidemment. 1906, nous dites-vous, pour le jour chômé, pour le dimanche chômé, ça n'est pas un hasard si le dimanche, dans notre imaginaire collectif, est encore largement associé à la Belle Époque. C'est ce que je vais vous raconter dans un instant. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Un récit de Franck qui nous fait revivre sur Europe 1 un dimanche à la Belle Époque. Exactement. Vous savez, c'est un film merveilleux, à la fois élégiaque et intimiste, qui dépeint avec une pointe de nostalgie la vie tranquille dans une famille bourgeoise à la veille de 1914. On est donc juste après la déclaration de cette loi de 1906 qui rend le dimanche chômé. Le film s'appelle Un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier. C'est adapté du beau roman de Pierre Bost, Monsieur l'Admiral va bientôt mourir. Cette histoire nous fait partager le dimanche d'un vieux monsieur rentier, peintre à 16 heures, installé avec sa bonne à la campagne, pas très loin de Paris, et qui reçoit 2 visites. Celle un peu contrainte, un peu attendue de son fils et de la petite famille qui l'accompagne. On va dire ça, c'est la visite sans surprise, rituelle, la visite dominicale par excellence. On vient là pour le déjeuner du dimanche. Et puis la visite surprenante, grisante, finalement poignante de sa fille un peu leste, débarquée dans un tourbillon à l'heure de la sieste au volant de sa torpedo pétaradante. Tavernier nous fait toucher du doigt cette tranquillité doucereuse, proche de la torpeur d'un dimanche bourgeois à la Belle Époque. On est, vous savez, dans l'esprit des canotiers, du déjeuner des canotiers de Renoir. Le dimanche bucolique de la Belle Époque constitue presque un exercice obligé pour les écrivains du temps. Je pense évidemment à Maupassant, à Georges Duhamel. On entend, si vous voulez bien, un extrait de la bande originale de ce film de Bertrand Tavernier, Un dimanche à la campagne.
celui qui peut-être a passé le plus de temps à décrire le dimanche. Je m'en suis rendu compte en préparant cette émission. Simplement, je me rappelais que Proust, évidemment, dans le premier volume de sa recherche du temps perdu, du côté de chez Swann, parlait du dimanche, mais je n'avais pas réalisé que cette description du dimanche à la campagne occupait plus des 2/3 du texte. C'est tout à fait important. On ne le souligne pas assez finalement, mais le dimanche, avec cette atmosphère très particulière, est au cœur de l'œuvre de Proust, et notamment dans cette partie qui s'appelle Combray. Je cite Marcel Proust, j'ai pris cet extrait, il y en aurait 50 autres à citer. C'était le clocher de Saint-Hilaire qui donnait à toutes les occupations, à toutes les heures, à tous les points de vue de la ville, leur figure, leur couronnement, leur consécration. De ma chambre, je ne pouvais apercevoir que sa base qui avait été recouverte d'ardoise. Mais quand le dimanche, je les voyais, par une chaude matinée d'été, flamboyer comme un soleil noir, je me disais « Mon Dieu, 9 heures, il faut se préparer pour aller à la grand-messe si je veux avoir le temps d'aller embrasser tante Léonie avant. » Et je savais exactement la couleur qu'avait le soleil sur la place, la chaleur et la poussière du marché, l'ombre que faisait le store du magasin où maman entrerait peut-être avant la messe dans une odeur de toile écrue, faire emplette de quelques mouchoirs que lui ferait montrer, en cambrant la taille, le patron qui, tout en se préparant à fermer, venait d'aller dans l'arrière-boutique passer sa veste du dimanche et se savonner les mains qu'il avait l'habitude toutes les 5 minutes, même dans les circonstances les plus mélancoliques, de frotter l'une contre l'autre d'un air d'entreprise, de partie fine et de réussite. Quand après la messe, on entrait dire à Théodore d'apporter une brioche plus grosse que d'habitude, parce que nos cousins avaient profité du beau temps pour venir de Tiberzy déjeuner avec nous, on avait devant soi le clocher qui, doré et cuit lui-même comme une plus grande brioche bénie, avec des écailles et des égouttements gommeux de soleil, piquait sa pointe aiguë dans le ciel bleu. Et le soir, quand je rentrais de promenade dominicale et pensais au moment où il faudrait tout à l'heure dire bonsoir à ma mère et ne plus la voir, il était au contraire si doux dans la journée finissante qu'il avait l'air d'être posé et enfoncé comme un coussin de velours brun sur le ciel pâli qui avait cédé sous sa pression, s'était creusé légèrement pour lui faire sa place et refluait sur ses bords, et les cris des oiseaux qui tournaient autour de lui semblaient accroître son silence, élancer encore sa flèche et lui donner quelque chose d'ineffable. Plus urbain, disons peut-être, en dépit de son atmosphère champêtre, plus proche de nous, est la grande toile de Seurat, fleuron du musée de Chicago, et intitulée « Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte ». Vous voyez cette grande toile extraordinaire avec ce poudroiement irisé par la technique pointilliste du maître. On y voit des promeneurs et des promeneuses en chapeau, certains assis, certains marchant simplement dans la pénombre accueillante d'une rive herbeuse. On est tout au bord de l'eau. L'atmosphère est un peu celle que l'on retrouve aujourd'hui à la belle saison tout au long du grand canal de Versailles. Vous savez, entre grandeur et détente, entre douceur de vivre et joie d'exister, ce que le dimanche a peut-être jamais secrété de plus jouissif finalement, cette promenade au bord de l'eau d'un dimanche au bord de l'eau. Maurice Chevalier sur Europe 1 dimanche, on en parle bien évidemment, juste après ça. Mais c'est le générique de Vivement Dimanche, l'émission de Michel Drucker, diffusée tous les dimanches sur France 2. Et oui, alors ça c'est la messe, si je puis dire, du dimanche après-midi. Parce que je parlais bien sûr de ces dimanches de la Belle Époque, mais on a commencé les loisirs dominicaux bien avant la Belle Époque en fait. On allait à la messe de midi, ensuite il y avait éventuellement les vêpres, mais dont Alain Cabantous nous disait que ça n'était pas un office obligatoire. Et entre les deux, il fallait bien se distraire, Pascal Diby.
Oui, mais je pense qu'on avait les cafés. Ouais. Bien entendu, où on se retrouvait, et à l'époque, peut-être que les lois n'interdisaient pas les cafés proches des églises, proches des écoles, proches des lieux où ils ne devraient pas être d'ailleurs, puisque c'est un lieu de perdition théoriquement. Mais il y avait une tradition effectivement d'aller au café uniquement le dimanche pour la majorité des paysans qui montaient de la ferme quand c'était un habitat dispersé, qui remontaient à la ville et qui se retrouvaient là pour discuter, pour préparer des ventes, pour parler de leurs problèmes agricoles. Et hélas, petit à petit, tout ça commence à disparaître. Les dimanches ressemblent de moins en moins à des dimanches. Il arrive encore que quelques clochers sonnent encore, mais la majorité des églises sont fermées au moins pour un mois. Et dans des diocèses, je dirais, relativement étroits, quelquefois, des paroisses ne sont ouvertes que même tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Et ça veut dire aussi que le dimanche n'a plus son aspect religieux comme on l'imaginait, que c'est un jour chômé, mais que c'est un jour, finalement, quand on vit quelque chose dont on ne sait plus d'où il vient et où il va, les choses ont changé. On est aujourd'hui rentré dans une société de loisirs. On en perd un peu le sens. Et le dimanche est un peu considéré, d'ailleurs on dit le dimanche, mais pour une immense majorité des gens, maintenant c'est le week-end, puisque c'est samedi plus dimanche, et c'est considéré effectivement comme un temps de loisir. On va y venir dans un instant. J'aimerais juste qu'on se reconcentre un instant sur l'époque classique et sur la différence très nette qui peut exister entre les pays protestants et les pays catholiques pour ce qui est des loisirs. Oui, tout à fait. Alain Cabantous. Alors, les loisirs dans les pays catholiques existent depuis longtemps le dimanche. Même en dépit des lois qui interdisaient aux cabaretiers d'ouvrir. Souvent, les cabarets étaient ouverts, ne serait-ce que pour retenir les gens entre la messe et les vêpres. Hein. Quand ils habitaient loin, on n'allait pas les faire rentrer chez eux. Donc, il fallait bien qu'ils mangent quelque part. Et très souvent, les cabarets restaient ouverts pour qu'ils puissent aller aux vêpres. Et lorsque les voyageurs nordiques et essentiellement de culture protestante viennent en Europe catholique, notamment en France, mais plus encore en Italie et en Espagne, ils sont effarés de ce qu'ils voient. Ils sont effarés de ce qu'ils voient en disant, bon, bien sûr, les gens vont à la messe, encore pas tous, mais l'après-midi, alors c'est le théâtre, c'est l'opéra, c'est la danse, c'est les boules, ce sont les boules, des choses qui sont complètement incroyables. Et je pense que ce qui est intéressant quand on lit ces journaux de voyage, c'est que les dimanches sont des marqueurs pour les gens qui vont dans les pays étrangers. Ils savent qu'ils ne sont pas chez eux parce que le dimanche est différent. Quoi. Ça les touche beaucoup. Oui, c'est peut-être un des marqueurs les plus sensibles. Hein, tout à fait. Alors, ce qui se passe évidemment dans les provinces unies, enfin les Pays-Bas actuels ou les villes suisses, n'est en fait est sans commune mesure avec ce qui se passe en Angleterre ou en Écosse. Ou alors là, à l'époque classique, là, c'est vraiment... alors ça sointe l'ennui. Là, vraiment, ça sointe l'ennui. Il ne se passe rien. Il se passe théoriquement rien, y compris... Ou alors seulement dans les maisons, disons. Voilà, exactement. Et même parfois, les Écossais disent que même dans les maisons, même dans les espaces privés, on se dispense de chanter ou de siffler parce que c'est interdit. Alors évidemment, il y a eu une forte diminution de la pratique religieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme disait Pascal Diby à l'instant, les églises ne sont pas vides, pas toutes, mais en tout cas, elles ont eu tendance à se vider en partie. Elles sont surtout pas toutes ouvertes. Et alors, beaucoup dans les villages ont été fermé, puisque le même prêtre doit assurer le service dans pas mal de paroisses. Et puis, on a transformé tout ça effectivement en journée de loisirs. Mais le dimanche, pour autant, n'est toujours pas un jour comme les autres. Dans l'esprit des gens, c'est très spécifique. Absolument. Alors c'est ça qui est intéressant, et enfin là je renvoie la balle aux ethnologues et aux sociologues, c'est que en dépit des formes de déstructuration et des modifications qui peuvent exister entre, en gros, la religion, le travail et les loisirs, enfin c'est en fait ces 3 personnages-là qui se disputent ce jour, eh bien on sent que le dimanche n'est pas un jour comme les autres. Voilà. Alors évidemment il y a la dimension subjective qui joue. Mais en même temps, on sent que l'ambiance n'est pas la même dans les villes, y compris d'ailleurs dans les campagnes. Les dimanches dans les campagnes aujourd'hui sont d'une tristesse absolument affligeante. Oui, il y a beaucoup de villages qui sont très morts le dimanche. Tout à fait, c'est encore plus mort que d'habitude. Oui. C'est encore plus mort que les autres jours de la semaine, ce qui prouve bien qu'on n'est pas dans la même structure du temps rythmé. Quoi. On ressent bien qu'on est dans quelque chose de différent. Et pourtant, c'est une construction mentale, après tout. Hein. Absolument. Oui, mais il nous a été imposé avec force quand même. Oui,
Oui, Donc, mais il y a là la force des siècles, une imprégnation oui, rendez-vous depuis millénaire. 2 siècles. On nous a imposé le dimanche. On est en train de s'en dégager tout doucement. C'est vrai que les rythmes changent totalement et que le dimanche qui avant rythmait la semaine et finalement rythmait l'année, d'une certaine façon, on comptait les dimanches. On comptait pas les jours. Alors pour une fois que j'ai un ethnologue dans ce studio, j'en profite. Est-ce qu'on peut dire, sortons un peu de l'histoire elle-même, mais est-ce qu'on peut dire que le samedi peu à peu est en train de se substituer au dimanche comme journée d'épanouissement, d'expression Oui, personnelle? c'est un épanouissement pour les consommateurs. Alors, parce qu'ils peuvent aller faire les courses. Le dimanche aussi. Et le dimanche, ça commence à ouvrir. Mais enfin, généralement, le dimanche après-midi, c'est fermé. Donc, ça oblige une partie de la population à rester chez soi. Mais qu'on n'imagine pas qu'ils prient. À mon avis, ils sont sur Internet et ils font d'autres choses. C'est là où le rythme s'est accéléré. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un système de communication systématique et que cette fois-ci, pour rencontrer l'autre, on n'a même plus besoin de se déplacer, que ce soit le dimanche, la nuit, le jour, le vendredi ou le jeudi. Oui. Finalement, on n'a plus besoin de ça pour dire des choses et se raconter des aventures. Il y a évidemment, depuis pas mal d'années maintenant, cette polémique concernant l'ouverture des magasins le dimanche. Et on se rend bien compte qu'en dehors des considérations strictement sociales et économiques, il y a bien une dimension culturelle aussi. Cette interdiction s'appuie sur une tradition. Je crois que c'est le terme, Alain Cabantous. Oui, ça s'appuie à la fois sur une tradition et puis aussi sur la résistance d'un certain nombre, disons, d'institutions, pas d'ailleurs seulement religieuses, hein, mais aussi syndicales, qui estiment que, en gros, il y a une fait de marchandisation du temps qui fait que on permet à ce moment-là, en gros, tout et n'importe quoi, puisque le dimanche, on peut aussi faire ses courses de 8h du matin à 11h du soir. Ouais. Alain Cabantous, le dimanche, une histoire. En Europe occidentale au XVIIe, XVIIIe et début du XIXe siècle, c'est édité au Seuil. Et de Pascal Diby, vous pouvez lire notamment La tribu sacrée, ethnologie des prêtres. Ça a été publié en 2004. Eh bien oui, me dit Brigitte par Internet. Pour moi aussi, le dimanche n'est pas un jour comme les autres. Le passage à la pâtisserie est obligatoire après la messe. Le repas est plus sophistiqué. Je sors l'argenterie, la belle vaisselle et nos grands-enfants apprécient.